Bonjour, bienvenue dans Point Paul, la web émission politique incontournable de la présidentielle, concoctée cette semaine par Fabien Dabert de l'Internaute, par Arnaud Faucreau du JDD et Romain Herreros du Huffington Post. Alors notre invité a un CV politique de première classe, ENA, HEC, inspecteur des finances, c'est un spécialiste de l'Asie. Il a réussi cette année, contrairement à 2012, à réunir les parrainages pour se présenter à la présidentielle. Son obsession, c'est la sortie de l'Union européenne. Sa particularité, il pense que beaucoup de choses sont cachées aux Français. Notre invité est François Asselineau, le président de l'Union populaire républicaine. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bah, Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Jeanne, au secours! Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bonjour, monsieur Asselineau. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par une image, cette émission. On va vous demander de commenter cette photo. Vous allez la voir derrière nous. Il s'agit de la photo de famille du dernier débat des 11 candidats à la présidentielle. Vous êtes sur la photo, contrairement à Philippe Poutou qui lui a décrété qu'il ne faisait pas partie de la famille. Est-ce que vous considérez que vous faites partie de cette famille ? Bon, ce n'est pas la famille, c'est simplement les candidats. Je ne vois pas où il n'y a pas de mal à se présenter devant les Français. Je crois que M. Poutou a essayé tout simplement de faire du buzz à peu de frais. C'est un peu ridicule, moi je trouve. Enfin, là-dedans, parmi ces candidats, il y a des gens extrêmement différents. Et on a pu le voir. Et ce qui était bien dans ce débat, c'est que les Français ont pu constater qu'il n'y avait pas 5 candidats, mais qu'il y en avait 11. Et d'ailleurs, le débat a été globalement... Moi, je suis comme les autres, j'aurais aimé pouvoir parler bien davantage, mais les Français ont pu constater que les 6 candidats qui avaient été écartés de TF1 avaient des choses à dire, en tout cas certains d'entre eux. Ouais, comment elle se passe, cette campagne ? En un mot. Écoutez, moi je trouve qu'elle se passe très bien. Moi je fais des salles avec beaucoup de monde. L'autre fois à Lille, l'autre jour, on avait 1500 personnes. Et vos confrères, d'ailleurs, sont les premiers à constater qu'il y a beaucoup de monde, pas seulement du monde. Mais c'est pas comme dans les meetings de Macron, vous savez, où ils envoient, paraît-il, des SMS pour dire applaudissez, etc. Parce que les gens sont là, ils découvrent que c'est en fait une espèce de sèche-cheveux, Macron. C'est-à-dire, il brasse de l'air chaud. On va y venir. Bah oui, il brasse de l'air chaud, il n'y a rien dedans. On va en parler tout à l'heure. Oui, alors que moi, il y a du fond, et c'est ça qui attire les gens. C'est que je réhabilite, je crois, ce qu'est la politique au sens noble du terme. Et on a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent. C'était encore le cas hier à Reims, où il y avait plus de 500 personnes. Et les gens disent, écoutez, moi, je ne votais pas depuis 2002. Je suis un abstentionniste. Vous m'avez rendu confiance dans la politique et aussi confiance dans la France. On va commencer par la première partie de cette émission. Donc la présidentielle, un moment de vérité. Avec la première question. Oui, François Asselineau, vous êtes crédité de 1% de l'intention de vote, ça ne vous a pas échappé. Alors, vous disiez il y a peu que quand vous auriez vos 500 signatures, ça y est, vous allez exploser les compteurs. Finalement, dynamique ne s'est pas créée. Est-ce que vous n'êtes pas déçu de ne pas décoller ? Vous savez que un sondage donne 60%, 76% des Français en désaccord avec une sortie de l'Union européenne. On a l'impression que vous ne collez pas avec l'air du temps. Vous êtes déçu par ce manque d'emballement des Français vis-à-vis de votre candidature ? Quand je suis arrivé ici, dans cet immeuble, en bas, il y a 2 personnes qui sont venues, dont l'un m'a dit, écoutez, tout le monde est derrière vous. Voilà. Donc moi, les sondages que vous m'évoquez, je suis désolé, ce sont des sondages qui émanent de 5 instituts. Si je crois bien savoir, les propriétaires de ces 5 instituts appellent tous les 5 à voter Macron. Bon, moi, ce que je sais, c'est que les sondages actuels qui circulent dans l'opinion me paraissent totalement déconnectés de la situation. En l'occurrence, ce n'est pas vrai. Vous considérez les instituts de sondage manipulés. Écoutez, ce que je sais, c'est que les instituts de sondage se sont trompés sur le Brexit, se sont trompés sur l'élection présidentielle américaine, se sont trompés sur la primaire des Républicains, se sont trompés sur la primaire du Parti Socialiste. Oui, mais moi, ce que les je sondages vois... français sont faits différemment, vous le savez. Ah oui, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, puisqu'on parle de sondage, en parlons-en, je vois que parmi les bookmakers en Angleterre, je suis donné 5e. C'est un argument que vous utilisez en ce moment. Oui. Bah, c'est un argument, c'est pas moi qui l'ai sorti, d'ailleurs, c'est le journal Libération, qui n'est pas spécialement tendre avec moi en général, qui a remarqué ça, c'est que j'arrive devant Macron, devant Hamon, pardon, excusez-moi le lapsus. J'arrive devant Hamon. Et par ailleurs, il y a beaucoup de sondages en ligne, puisqu'ici, on est un média Internet, vous savez, allez-y, sur tous les sondages en ligne. Sur des échantillons non représentatifs, on va le rappeler, hein, parce que c'est mais attendez, quand vous avez des méthodologies différentes des vrai, sondages. Mais vous faites plus confiance scientifique aux bookmakers anglais qu'aux instituts de sondage, finalement. Je ne fais confiance à personne. Ce que je dis, moi, c'est qu'il est impossible que je fasse 0,0 ou 0,5. Vous ferez combien, selon vous ? Écoutez, je vois les résultats des élections. Aux dernières élections nationales qui ont eu lieu, les élections régionales en décembre 2015, c'est-à-dire il y a 1 an et demi,
nous avions fait 0,9% des suffrages, 190 000 électeurs. On avait à l'époque 6 000 adhérents. Nous avons 24 000 adhérents. Donc 4 fois plus. Je n'en sais rien. Je dis simplement qu'à l'époque, je n'avais aucune notoriété nationale et qu'aujourd'hui, je commence à en avoir une. Elle est encore relativement faible, mais je dis donc qu'il n'est pas possible que l'on fasse moins que 1%. Je pense que l'on va donc faire un score significatif. Je note, moi, que ça n'est pas présenté comme ça dans les sondages. On m'a même dit, mais je ne l'ai pas vérifié, on m'a même dit que dans certains instituts de sondage, je pose des questions où je ne figure pas dans la liste. Voilà. Et pour revenir sur la question de Fabien, 3/4 des Français seraient contre une sortie de la France aujourd'hui de l'Union européenne. Votre marge de manœuvre, elle est où? Elle est sur ce quart restant? Écoutez, moi je ne sais pas si 3/4 des Français sont contre une sortie de l'Union européenne. Ce que je vois en tout cas, c'est que si on cumule tous ceux qui sont très critiques contre la construction européenne, on doit avoir 90% ou 80% de l'électorat. Mais c'est assez normal, si vous voulez, que les Français... si le sondage que vous dites est vrai, mais j'en doute fort, il est normal qu'une grande partie des Français se posent des questions, puisque, comme disait ma grand-mère, qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Donc comment voulez-vous que les Français puissent penser que ce que je dis est quelque chose de possible, dans la mesure où tous les médias, depuis 60 ans, disent qu'il n'y a pas d'autre solution que de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Moi, ce que je vois, c'est qu'au moment des élections, il y a eu 55% des Français qui ont voté non au référendum du 29 mai 2005. Et moi, je prétends... Oui, il y avait une vraie opposition au non qui était installée dans le débat. Moi, je prétends être la revanche des gens qui ont voté non. Et je suis absolument convaincu... Vous n'êtes pas le seul à vous positionner comme... Oui, c'est possible, mais je suis le seul à proposer de sortir de l'Union européenne... à lancer l'article 50, c'est pas immédiat, à lancer la procédure de l'article 50 dès mon entrée en fonction. Les autres proposent de renégocier les traités. Attendons de voir le résultat. Et puis de toute façon, je vais vous dire aussi autre chose. Moi, je ne fais pas de la politique par vanité. Je ne fais pas de la politique pour être élu président de la République, pour être le gouverneur de la province France, pour l'oligarchie euro-atlantiste. Je fais de la politique parce que je pense qu'il faut que la France récupère sa souveraineté, son indépendance nationale. Il y a des gens à convaincre. Je sais bien que c'est d'ailleurs l'objet même d'une campagne électorale. Vous me demandiez si j'étais déçu. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a la période d'égalité depuis maintenant 2 jours, 3 jours. C'est-à-dire que moi, j'ai créé un mouvement politique il y a 10 ans. Je dis d'ailleurs toujours la même chose et je fais les mêmes analyses et les mêmes propositions depuis 10 ans. Que ces analyses et ces propositions se sont révélées de plus en plus justes et de plus en plus exactes. Et je dis, et c'est la vérité, que pendant 9 ans, 11 mois et 15 jours, j'ai été blacklisté. Donc effectivement, j'apparais comme la surprise de l'élection présidentielle. Ça, c'est tout à fait exact. Mais évidemment, les gens, il y a quand même une inertie. Les gens commencent à découvrir des nouvelles analyses. C'est pour ça que je suis tout à fait confiant sur le fait que je vais faire un score qui est inattendu et que de toute façon... Vous ne pouvez pas nous donner une fourchette ? Non. Bon. Non. Alors, Monsieur Asselineau, dans cette campagne, on parle beaucoup d'une influence de la Russie. On sait que dans le camp de Monsieur Macron, on s'est plaint. On s'inquiète du poids de certains médias comme Russia Today ou Sputnik. Est-ce que vous y croyez? Alors, ça me fait rire ce que vous dites parce que... Vous qui avez accordé des interviews à ces 2 médias par ailleurs. Ça me fait rire parce que... En général, les gens me disent que je suis conspirationniste ou complotiste, mais là, c'est typiquement du complotisme. Parce que M. Richard Ferrand, le secrétaire général de En Marche, a quand même eu droit à la première page du journal Le Monde, avec un rappel en première page et puis un article où il expliquait... où il expliquait que c'était la Russie qui, en fait, manipulait l'élection présidentielle française. Mais vous voyez bien qu'il y a eu des soupçons sur l'élection américaine et que de ce fait-là, ce débat s'exporte en France. Apportez-moi les preuves. Il y a la DGSE qui a fait remonter justement un certain nombre d'attaques. Soyez sérieux. Vous croyez vraiment que Russia Today et Radio Sputnik ont un impact dans la société française ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'agence ? Non, mais attendez, moi je donne... C'est de l'influence. À relayer des informations qui ne sont pas considérées comme sérieuses ou crédibles ou vérifiées en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où... Parce que vous croyez que les grands médias occidentaux diffusent des informations toujours parfaitement sérieuses ? À la différence des médias français, par exemple, on sait que RT et Sputnik sont financés par l'État russe et ils diffusent en français, en anglais, en arabe, en espagnol, en italien, ce que ne font pas par exemple, je ne sais pas, Le Monde ou Radio France. On parle bien d'une influence... Qui est propriétaire du Monde, rappelez-moi ? C'est le groupe... Donc vous pensez qu'il y a une influence sur la ligne éditoriale du journal ? Il y a des propriétaires dans les journaux. Mais c'est pas un État, c'est pas un État qui est derrière. Attendez, puisque vous parlez de ça, qui possède le journal Le Monde ? C'est pas un État.
Non, mais les, C'est pas les l'État. propriétaires, ils font campagne pour qui? Monsieur Pierre Berger, il a annoncé qu'il a... C'est votre Les accusation, autres- ça c'est votre lecture des... Mais attendez, Ça veut dire que c'est vous tout à fait remettez en public. cause l'indépendance des journalistes du monde. Mais C'est vous tout à fait- avez le droit de le mais faire. C'est tout à fait public. Monsieur Pierre Berger... C'est pas le seul actionnaire du groupe, et les autres oui, actionnaires enfin, n'ont pas fait mention d'un quelconque soutien à qui que ce soit, d'accord. et la En tout rédaction cas- du en Monde tout est cas- indépendante. Ouais. Et on en est moins sûr Indépendance. pour, Vous regardez les deux quoi, médias vous Mais ça, russes c'est dont on vous qui parle. le dites, mais vous savez, je pense que les Français, eh bien, quand ils nous écoutent, ils doivent un peu rigoler. Voilà Vous ce que je regardez pense. quoi, vous, comme média? Vous lisez quel journaux? Honnêtement, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour regarder les médias. Mais sinon, Puisque vous y êtes. Vous informez comment? Moi, je regarde beaucoup sur Internet, je vais me documenter sur les... Je fais comme beaucoup de Français, de plus en plus de jeunes Et Français. sur quel site? Déjà un peu partout, mais moi j'aime bien, vous savez, comme je le disais déjà, je crois tout à l'heure, comme disait ma grand-mère, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Et vous, C'est par exemple... savez bien, monsieur Lino, que certains médias sont moins crédibles que d'autres. Il y a certains médias qui diffusent des fake news, des fausses informations, Mhm. et qui se présentent comme de vrais médias. Ça, Mhm. vous rendez compte, ça vous Oui, sans doute, oui, sans doute. Vous voulez parler des médias occidentaux qui avaient dit tous que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, c'est de ça que vous voulez parler, sans Vous doute relayez le fait que En dans 2003, certaines sphères politiques, c'était ce qui était considéré Vous comme voulez juste. parler aussi de tous les médias occidentaux qui ont dit que c'était que le massacre de la Ghouta avait été les Je reformule ma question. dû aux Je reformule ma troupes question. de Bachar el-Assad. Je Vous reformule savez ma question. que- Quels sont les médias qui, pour vous, Parce que ce sont n'est pas crédibles et sérieux Comment en France? Quels sont pour vous les médias Écoutez, en moi France je qui sont pense, crédibles et sérieux vous savez ce que je pense? Je pense que c'est de la généralité, qu'à l'intérieur de chaque média, il y a des journalistes qui font leur métier très correctement, ce qui n'est pas facile, parce que je connais pas mal de journalistes. Même au Monde. Comment? Même au Monde ou à Libération. Oui, oui. D'ailleurs, vous savez ce qui se passe? J'ai noté, dans un certain nombre de ces médias, il faut un petit peu comme Mélenchon ou comme Madame Le Pen, c'est une chose et son contraire. J'ai vu par exemple, puisqu'on parlait du journal de Libération, que de temps en temps, il m'assassine sur un article, puis dans un autre article, un article très correct. Un petit peu comme si j'essaie de ratisser large. C'est ça Voilà. la pluralité de la presse aussi. Oui, c'est possible que ce soit ça. Mais ça c'est ce que font aussi les partis politiques qui essayent comme ça d'avoir une chose et son contraire. Mais au bout du compte, moi, je c'est pas que c'est difficile de dire est-ce qu'un média est particulièrement valable ou pas. Simplement sur ce que vous venez de dire, le massacre de la Ghouta en 2013, vous dites que ce n'est pas le régime qui l'a commis. Je ne dis pas exactement ça. Vous je venez dis- de le dire à l'instant. Non, non. Vous avez dit que les médias occidentaux disaient tous que oui, c'était le... Oui, le laissez-moi régime. parler. J'ai dit que le massacre de la Ghouta d'août 2013, tous les médias occidentaux ont dit que c'était Bachar el-Assad. Ce qui était aussi la position officielle de la France, rappelons-le. Oui, Il n'y a oui, pas que oui, les médias absolument, qui absolument. affirment. D'ailleurs, Et c'était des le moment où conclusions c'était le l'ONU. moment où monsieur Fabius disait Il y que a eu des Al-Nusra rapports faisait du là-dessus. bon boulot, etc. Très bien. Est-ce que vous avez lu le rapport du MIT qui est sorti 6 mois après, c'est-à-dire le Massachusetts Institute of Technology, qui est l'une des institutions les plus prestigieuses en termes intellectuels des États-Unis d'Amérique, où des intellectuels et des professeurs ont examiné ça très à la loupe et ont dit que très probablement ça venait du camp des... Il y a eu d'autres du camp rapports de- aussi qui ont questionné les conclusions de cette enquête-là. Donc, Oui, ça- mais c'est en tout quelque cas, chose qu'il ça faut prouve prendre à... ça prouve une chose. C'est que les affirmations de la presse occidentale, dans un premier temps, étaient contestables. Et vous ne m'empêcherez pas de contester ça. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est répandu en France, une espèce de maccarthisme, qui incite les gens à admettre d'emblée une information, et on devrait être tétanisé de peur, comme ça. Là, il y a eu ce massacre épouvantable en Syrie, et dans le même moment où on apprend ça, on apprend que ce sont les troupes gouvernementales. Je suis désolé, moi je suis comme saint Thomas, chat échaudé craint l'eau froide. L'affaire des armes de destruction massive de 2003 de l'Irak, les Français ne l'ont pas oublié. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont refusé d'admettre ça au Conseil de sécurité. Ils avaient d'ailleurs 90% de l'opinion planétaire derrière eux, en disant qu'il n'était pas prouvé que Saddam Hussein eut des armes de destruction massive. Les États-Unis, 6 mois après, ont dit en effet, il n'en avait pas. Alors pour avancer un peu dans cet entretien, justement, vous avez un discours de défiance vis-à-vis des médias qui est très présent. Pas de défiance, de doute méthodique. Vous savez, c'est ce qu'a fait... De doute, mais Écoutez, vous mettez les médias occidentaux d'emblée dans un camp qui serait celui d'une réalité déformée ou en tout cas peut-être même manipulée à non, vous entendre. Vous présentez un homme de rassemblement qui en a marre des divisions des Français, c'est votre discours vis-à-vis du Front National. Est-ce que vous n'alimentez pas justement une défiance, un climat sur la démocratie française aujourd'hui en ayant ces propos-là? Vous êtes Français, vous vous baladez en France, vous discutez déjà avec des Français, vous savez l'opinion qu'ils ont des médias.
Vous le savez ou pas? Justement, Oui, oui. est-ce que C'est c'est à est-ce peu que près c'est comme pas ça des de la politiques. responsabilité des Mais à taper présidentielles aussi. C'est la raison pour laquelle. de rappeler qu'il y a des médias sérieux, Oui, crédibles, mais qui c'est la font raison s'y pour accorder de c'est la raison l'importance. pour laquelle les médias. De toute façon, j'aime pas parler des médias de façon générale. J'ai dit c'est tout ce à que vous l'heure venez qu'il y de avait. faire. J'ai dit C'était tout sur à vos l'heure- affiches. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait. Oui, parce que ça, c'est absolument incontestable. Pendant 9 ans, 11 mois et 15 jours, j'ai été blacklisté. Je voudrais d'ailleurs, puisque vous m'attaquez là-dessus, je voudrais quand même dire un mot qui me paraît quand même. Non, qui me paraît très important. Lorsque j'ai créé l'UPR, moi je suis allé voir le CSA au moment de la présidentielle de 2012. J'avais été reçu d'ailleurs à l'époque par Mme Christine Kelly. Je n'ai plus jamais été reçu ensuite malgré mes innombrables demandes. Et on m'avait répondu au CSA, vous comprenez, on ne peut pas intervenir auprès des médias parce que vous ne vous êtes jamais présenté dans aucune élection, vous avez 0 électeur prouvé. Très bien. On m'avait dit à l'époque, présentez-vous à des élections. Ce que nous avons fait, on s'est présenté aux élections européennes de 2014, on a rassemblé 77 000 électeurs. On s'est présenté aux régionales de 2015, je le disais tout à l'heure, on a rassemblé 190 000 électeurs. Et tout ça en étant à peu près Aujourd'hui, blacklisté vous de avez tous fait les vos grands preuves. médias. C'est ce que Voilà. vous voulez dire aujourd'hui. Oui, mais alors comment se fait-il que M. Macron, qui a 0 électeur prouvé, ait eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des dizaines d'heures dans tous les grands médias? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je sous-entends ce que tout le monde sait en France. Voilà. C'est-à-dire que M. Macron a été promu médiatiquement pour être candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, vous savez, les Français sont pas bêtes. Hein. Ne les prenez pas pour des abrutis. Ils savent qu'il y a des martingales qui ont été établis. On sait très bien qu'il y a une corrélation qui, heureusement, est en train de se dégrader entre le nombre d'heures passées dans les grands médias et le nombre de votes prochain. obtenus On dans passe les à autre chose. Bien, passons à autre chose. C'est dommage qu'on passe Des questions d'actualité, mais j'aurais bien aimé savoir ce que vous en pensez de ce que je dis. on en discutera après. Aujourd'hui, Ah c'est oui, vous non, l'invité, mais c'est non, vous qui non, répondez mais aux questions. Mais à chaque fois que je pose Monsieur des Asselineau, sujets, Monsieur les gens Asselineau, ils on jugent. passe à autre chose. Question d'actualité, vous avez vu que François Hollande est sorti de sa réserve face à ce qu'il considère être un péril de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu que les sondages apparemment ne lui plaisent pas beaucoup, au chef de l'État. Bon, ça fait longtemps que ça lui plaît plus, les sondages. Voilà, déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette sortie du silence du chef de l'État? Je pense que c'est une des pires choses qui peut arriver à Macron. Voilà. Macron est le candidat de Valls et de Hollande. Donc, c'est aussi d'ailleurs le candidat Le de chef de Robert l'État Hue. lui apporte un soutien même sous-jacent. C'est aussi le candidat de Robert Hue et d'Alain Madelin. Alors ça m'amène une autre question, évidemment. Très franchement, un duel Jean-Marie Le Pen... Marine Le Pen. Jean-Marie. Un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous dites c'est catastrophique? Ou alors est-ce que vous vous dites, tiens, on peut arriver, avec ce scénario-là, à une sortie de l'Union européenne? Écoutez, aujourd'hui, bien malin est la personne qui peut dire qu'il va être au deuxième tour. C'est du jamais vu, on ne sait pas. Il y a des gens, certains de vos collègues qui me disent, de vos confrères qui me disent, alors qu'est-ce que vous faites face à un duel Marine Le Pen-Macron? Vous me parlez Marine Le Pen, Mélenchon. Il y a des gens qui, on ne sait pas quel score va faire Fillon. C'est pour ça qu'on s'interroge sur les scénarios probables. Quelle serait votre réaction à vous? Mais je verrai. Voilà. Vous refusez de vous prononcer sur... Je verrai. C'est pas la meilleure des configurations possibles. Écoutez, je pense qu'il va y avoir des surprises. Voilà ce que je pense. Je pense que la France, elle est en train de ruminer. Je vais beaucoup sur le terrain. La France, elle rumine en ce moment. Elle rumine. Il y a beaucoup, par exemple, dans vos fameux sondages, est-ce qu'on prend en compte les abstentionnistes, ceux qui, depuis 10 ans, 15 ans, refusent d'aller voter, On en parle, mais est-ce qu'ils sont intégrés dans les fameux sondages? Voilà. Est-ce qu'on intègre aussi des Français qui sont un petit peu, qu'on laisse souvent de côté, des Français d'origine immigrée, par exemple? Moi, je rassemble énormément de gens parmi les abstentionnistes ou parmi les Français d'origine immigrée. Voilà la réalité. Alors là, on va passer un petit peu à l'international. Vous êtes souvent sceptique sur ce que vous appelez l'oligarchie euro-atlantiste et assez méfiant, il faut le dire, avec les États-Unis. Est-ce que vous êtes déçu par Trump? Il avait promis une ligne de non-ingérence. Donc là, on l'a vu avec ce qui s'est passé en Syrie, que c'était moins le cas. Est-ce que vous êtes déçu, du coup, là, par la politique américaine ou pas vraiment? Déçu, ce serait peut-être un grand mot, mais ce qui est vrai, c'est que, d'abord, je préférais que Donald Trump fût élu plutôt que Mme Clinton. Parce que ça, c'était extrêmement dangereux. Mais bon, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions sur Donald Trump, qui avait sorti quand même d'abord des trucs anti-islamiques, enfin islamophobes, misogynes, racistes, donc c'était quand même pas... Et alors, sur ces 2 mois et demi au pouvoir, moi, ce qu'il est en train d'apparaître, me semble-t-il, comme quelqu'un de peu fiable et d'un peu fantasque, et puis surtout comme le Tsipras américain, c'est-à-dire qu'il est en train de faire machine arrière sur tout ce qu'il avait porté à la Maison-Blanche.
Voilà, il avait dit que l'OTAN était une structure obsolète, ce que je pense. Parce que d'ailleurs De Gaulle avait dit lui-même à Perfit, qui avait dit en 66, il avait dit lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN devra disparaître. Ça n'a pas été le cas. Il avait dit ça à Trump, moi je m'en félicitais. Bon, maintenant il trouve que c'est formidable. Il avait dit qu'il allait se rabibocher avec la Russie. Je trouve ça bien, parce que moi je suis pour la paix du monde. Et je pense qu'il faut que les très grandes puissances puissent avoir un modus vivendi. Bon, maintenant, là, c'est pas vraiment le cas, là, du coup. Ben voilà, il va dans l'autre sens. Il avait dit sur la Syrie qu'il fallait parler avec tout le monde. Maintenant, il fait commet un acte de piraterie internationale, parce qu'un État n'a pas le droit de bombarder un autre État comme ça. Il y a quand même un droit international. Bon, voilà, donc moi j'ai l'impression que surtout bientôt il va nous dire que le TAFTA c'est formidable, et puis bientôt il va nous dire qu'il est en faveur donc en fait, il est comme Hillary Clinton au final. Bah, au total, vous savez, alors moi je vais pas aller forcément dans ce... Je suis pas américain, je regarde pas ça à la loupe, mais enfin certains disent que finalement il est en train d'être repris, phagocyté par l'État profond américain, ou par le complexe militaro-industriel, ou je sais pas quoi. Ce qui est vrai, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui a été affaibli parce qu'il y avait certaines nominations sur lesquelles il a été obligé de revenir dans son entourage. Et puis qu'en définitive, j'ai l'impression que la montagne va accoucher d'une souris, en effet. Un mot d'actualité, vous l'avez peut-être vu sur les révélations d'existence de camps d'homosexuels en République russe de Tchétchénie. Plusieurs candidats ont réagi là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette actualité? Il y aurait des camps d'homosexuels en Tchétchénie qui seraient donc retenus. Oui, pour être très honnête avec vous, ça m'avait un petit peu échappé, parce qu'en ce moment on fait des tas de trucs, parce que c'est vrai, c'est honteux, c'est scandaleux. Le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement qui n'a pas de phobie. Hein. Chez nous, il n'y a pas d'islamophobe, il n'y a pas d'homophobe, il n'y a pas d'antisémite, etc. Si c'est avéré, c'est honteux. On va passer à la deuxième séquence de notre émission avec Assume ton tweet. Donc on a remonté votre compte Twitter. Et donc, nous sommes arrêtés sur celui que vous allez voir derrière moi. Donc, vous traitez dans ce tweet, voilà, après les autocars de Macron, voici Bayrou, le tocard de Macron. Tocard, est-ce que ça a vraiment sa place dans, je sais pas, dans le vocabulaire politique? Vous êtes plutôt courtois d'habitude. Oui, c'est pas votre genre, quoi. Pour faire le jeu. Ou alors vous étiez énervé? Bon, de toute façon, j'assume, mais il est possible que ce ne soit pas forcément moi qui ai fait. Bon, parce que, ben oui, on est obligé de déléguer. Bon, parce qu'on sent le jeu de mots, mais voilà. C'est un vocabulaire quand même. Voilà, mais cela étant, bon, j'assume parce que c'est assez rigolo. C'est quand même pas non plus très méchant. C'est quand même, moi, depuis que je fais cette campagne, j'essaie quand même d'être toujours assez correct et courtois. C'est le propre d'une campagne électorale. Vous savez, un truc qui est important, reprenez les campagnes électorales qu'il pouvait y avoir dans les années, il y a une centaine d'années, elles étaient d'une violence incroyable. Et même il y a encore 40 ou 50 ans, elles étaient beaucoup plus... aujourd'hui, vous pensez que les présidentiables, les candidats maintenant, c'est devenu quand même un petit peu policé. De Gaulle, je le cite trop souvent, excusez-moi, mais De Gaulle disait que la politique, ça servait à se faire la guerre avec des mots. Et je trouve qu'il y avait quelque chose qui était intéressant dans cette idée, c'est l'idée qu'il y a une violence symbolique dans la société, dans toute société, et que la politique doit être un moyen de sublimer cette violence par des joutes verbales. Ce qui est vrai, c'est que lorsque c'est un robinet d'eau tiède, lorsque par exemple M. Macron, l'autre jour, j'ai fait un buzz involontaire d'ailleurs, mais vous savez, lorsqu'il y a M. Macron, pendant le débat, d'un seul coup, m'a dit « je suis tout à fait d'accord avec vous », excusez-moi, je n'avais pas prévu du tout, mais c'est sorti, ça allait plus fort que moi, j'ai dit « de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde ». Là, les Français, ils peuvent plus, ils n'en peuvent plus. C'est pour ça que d'ailleurs tout le monde a rigolé. Vous avez senti une résonance Tout le monde a rigolé parce que c'est tellement vrai, si vous voulez. Donc il faut. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas extrêmement raffiné, mais c'est pas non plus très méchant de faire ça. Tout à l'heure, regardez, j'ai dit que c'était un sèche-cheveux. Donc voilà. Alors, on va passer donc du coup à un second tweet dans lequel vous expliquiez en 2013 que la menace terroriste islamiste en Europe était un mythe. 138 morts plus tard en France, et on a vu donc là récemment Stockholm et Londres. Est-ce que vous partagez cette analyse? Vous avez un petit peu changé vous avez dû un petit peu modifier votre vision de voir Alors, ça faisait référence au discours que j'avais tenu en 2011. Où je m'étais fondé sur les statistiques d'Interpol et d'Europol pour montrer qu'en réalité, énormément d'actes qui avaient été imputés à la menace islamiste, en fait, avaient été ensuite, après vérification, avaient été imputés à d'autres. Donc je vous renvoie à ces statistiques que d'ailleurs, M. Mélenchon... Les statistiques portaient sur les résultats et pas sur l'état de la menace.
Non, mais sur les résultats d'actes terroristes qui s'étaient commis entre 2006, de mémoire, entre 2005 ou 2006 et 2011, et où, dans un premier temps... La menace est toujours, précède Attendez, toujours... laissez-moi répondre. Il y avait eu des actes terroristes qui avaient été commis entre 2005 et 2011, je vous renvoie à ces statistiques. Il y a d'ailleurs eu des articles dans le journal Le Monde ou dans le journal Libération qui montraient qu'en définitive, après examen, en fait, c'était pas ce qui avait été annoncé dans un premier temps. Voilà ce que j'avais dit. Vous pouvez reconnaître aujourd'hui que finalement... Ah ben maintenant, évidemment que ça a changé, mais enfin, c'est un tweet qui a plus de 4 ans d'âge. Oui. Donc maintenant, c'est vrai que ça a changé. Il y a effectivement une menace terroriste islamiste. Vous qui portez souvent une parole prophétique, vous dites souvent que vous voyez les choses avant que ça se produise. Oui, mais j'aimerais que l'on... Là-dessus, vous pouvez vous reconnaître que c'était mal vu. Oui, mais sur l'affaire du 14 juillet, par exemple, de Nice, sauf erreur de ma part, c'est toujours pas très clair. On ne sait toujours pas quels sont exactement les tenants et les aboutissants de cette affaire. Il n'est pas exclu que le crime qui a été commis ait été commis par un type qui était déséquilibré, dont il est avéré, semble-t-il, qu'il buvait de l'alcool, etc., qu'il n'avait rien dit de musulman, et qu'en fait, c'était... Je suis désolé de le dire, j'en sais rien, mais enfin, une des hypothèses, c'est que ce soit quelqu'un qui était un peu en marge de la société et qui, pour se donner un genre, pour exister d'un seul coup, c'est, comme on dit, radicalisé brutalement. C'est simplement qu'il s'est dit, bah, tiens, ça va me... J'en sais rien. Je suis pas là. De toute façon, ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de menace. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut traiter ce genre de menace à partir des causes aussi. Voilà. En particulier, d'ailleurs, il faut lutter en France contre le trafic d'armes lourdes. On sait qu'il y en a dans certains quartiers. Il faut redynamiser, c'est le moins qu'on puisse dire, certains services de renseignement. Les renseignements généraux ont été quand même pas mal désorganisés. Il faut aussi recréer de l'emploi et de l'espérance pour la population. Parce que quand vous avez 3,6 millions de chômeurs et énormément de jeunes chômeurs qui sont à la rue, quand vous avez une société avec des inégalités criantes, il n'est pas malheureusement, statistiquement improbable qu'il y en a qui versent dans le délire. Il faut aussi, je pense, revoir notre politique internationale. On ne peut pas avoir une politique qui consiste à faire des guerres illégales, comme la France s'y est livrée, par exemple, en Libye, où on a... Je ne suis pas là, on va dire maintenant que je défends Kadhafi. Non, je ne défends pas ni Kadhafi, ni Bachar el-Assad. Je dis qu'il ni Saddam Hussein. Je dis qu'il y a un droit international et que la France doit respecter le droit. Si on participe à des coalitions qui violent le droit, si on commet... Regardez ce qui s'est passé quand même en Irak. Heureusement, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, cette fois-là, s'étaient refusés à participer à cette agression contre le régime de Saddam Hussein. Encore une fois, il ne sait pas que Chirac défendait Saddam Hussein. C'était simplement qu'il y a un droit international. Si on viole le droit international, regardez ce qui s'est passé en Irak. Saddam Hussein était un boucher, il avait tué plusieurs milliers de personnes, c'est tout à fait vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il y a plus d'1 million de morts. Et qu'est-ce qui s'est passé en Libye ? On a déstabilisé le Machrek, le Sahel, etc. Et on favorise le terrorisme islamiste. Je dis que la première chose à faire, c'est de revenir au règne du droit et de cesser le deux poids, deux mesures. Vous n'avez pas voulu participer, après les attentats de janvier 2015, à la Grande Marche à Paris. Pourquoi ? Janvier 2015, j'ai pas... janvier 2016, je voulais dire, non ? 2015, après Charlie Hebdo et Hyper Cacher Rouge, Charlie Hebdo, il y a un communiqué de votre parti, du Bureau National. Vous ne pas s'associer, pourquoi ? Parce que je n'avais pas à participer à ce genre de choses. Je ne participe d'ailleurs pratiquement jamais à des manifestations et parce que surtout... Mais il n'y a pas des moments où il faut se rassembler finalement. Non, je ne suis pas d'accord avec cette pression psychologique qui pèse sur la société française et qui voudrait qu'on obéisse comme ça au coup de baguette à des choses. Moi, j'attendais de voir. Il y a eu des mouvements très spontanés de rassemblement, des Français c'est pas une posture. Certainement, oui, certainement. Est-ce que vous avez vu beaucoup de mouvements, vous, spontanés, pour protester contre ce qui se passe au Yémen en ce moment ? Ou contre dans l'opinion. Pour le coup, là, c'était la France qui était là. Ou contre ce qui se passe, ou contre ce qui se passe dans l'est du Congo. Voilà. Ou contre ce qui se passe contre les Rohingyas en Birmanie. Là, c'était la France qui était touchée. Mais attendez, ça va. Je me suis, comme tout le monde, j'ai été évidemment, comme tout le monde, ému. Nous avons fait part de notre émotion devant ces trucs-là. Mais de participer à des rassemblements derrière M. Hollande,
qui portait ou derrière M. Sarkozy qui porte des responsabilités, comme je l'ai dit, tout à fait considérables dans la destruction de certains pays souverains, moi je ne veux pas être récupéré politiquement. Voilà. Ok, d'accord, on va autre passer à la séquence d'après. La séquence bienveillante de l'émission, François Asselineau, c'est une minute. C'est la séquence 1 minute pour dire du bien d'eux. Alors c'est facile, on vous propose, on vous demande vraiment explicitement de choisir entre deux personnalités qui ne sont forcément pas de votre bord politique et d'en dire du bien. Vous avez 60 secondes. Vous devez choisir entre Jacques Cheminade ou Jean Lassalle, l'un des deux petits candidats, entre guillemets, de cette campagne. Qui choisissez-vous ? Je choisis Jean Lassalle. J'ai une petite... Vous avez 60 secondes. Écoutez, non, Jean Lassalle, d'abord, c'est la première fois qu'il est candidat. Monsieur Cheminade, c'est la 3e fois. Bon. Donc il y a toujours une petite prime ou arrivant, si je veux dire, c'est comme pour moi. Jean Lassalle, je le connais, je l'ai rencontré tout à l'heure d'ailleurs en sortant d'Europe 1. C'est quelqu'un qui est quand même très chaleureux, qui est quand même très sympathique, qui apporte un petit peu de vie et un petit peu de terroir dans cette campagne. Donc moi je le trouve tout à fait sympathique et chaleureux. Voilà. Bon, ce que je regrette de lui, c'est que il décrit des situations intolérables. Il a raison de décrire la situation intolérable. Malheureusement, j'ai pas tout à fait très bien compris quelles sont ses solutions. Et puis malheureusement, il n'en arrive pas au fond des choses, c'est-à-dire de l'origine des problèmes. Il l'a encore dit ce matin sur BFM TV. Il veut pas de Frexit parce qu'il dit ça suffit de fracturer la société française. Voilà, mais je pense qu'il se trompe. Voilà. D'ailleurs, si je ne pensais pas qu'il se trompe, je serais avec lui ou lui serait avec moi. Arnaud. Alors, autre séquence habituelle de cette émission, on vous propose 2 déclarations et vous nous dites avec laquelle vous êtes le plus en phase. C'est la séquence d'accord avec qui. On va voir les propositions apparaître. La première personnalité dit « Je veux arrêter l'immigration légale, illégale, nous devons retrouver nos frontières et arrêter l'immigration ». La deuxième personne dit « Je suis pour donner des papiers aux sans-papiers qui travaillent, ils participent à la richesse de la patrie ». On vous entend un peu moins sur cette question de l'immigration. Quelle est votre position sur ce sujet ? Parce qu'en fait, honnêtement, je désapprouve les 2 propositions que vous me faites. C'est-à-dire trop extrême pour vous ? Elles me paraissent extrémistes, l'une comme l'autre. Alors la première, c'est il faudrait faire quoi alors ? Oui, j'ai Marine Le Pen, je suppose, et puis la deuxième, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Je désapprouve l'une et l'autre. Moi, je dis... On va encore rigoler parce que je vais citer des articles des traités, mais moi je connais mes dossiers. Bon, il y a un article, les articles 67 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui a dévolu à l'Union européenne les questions migratoires. Et donc moi je dis que Mme Le Pen et M. Mélenchon, là comme ailleurs, se moquent des Français parce qu'ils font croire que le président de la République française sera en mesure d'avoir une politique migratoire. Et moi je dis non, je dis d'abord il faut sortir de l'Union européenne. Et puis ensuite, j'ai pris l'engagement d'avoir un grand débat national sur ces questions, parce que moi je m'adresse à l'intelligence des gens. La question de l'immigration, c'est quelque chose que je connais un petit peu, et qui est un sujet, dès qu'on touche à l'être humain, on touche à des sujets extrêmement difficiles. On ne peut pas avoir des yaka faucons. Là, c'est du yaka faucon. Ouais, mais pourquoi vous ne tranchez pas cette question dans votre programme, puisque vous vous présentez aux Français aujourd'hui, vous avez votre idée sur la sortie de l'Union européenne, et c'est là-dessus que les Français voteront pour vous ou pas. Pourquoi la question de l'immigration ne fait pas partie de ce projet ? Parce que c'est un sujet important. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet important. Comme l'électricité nucléaire. C'est un sujet qui... Voilà, l'environnement sont des sujets très importants. Comme la dette publique. Mais ça fait partie de ces sujets qui sont très importants, mais qui sont quand même un peu moins importants que la question essentielle et fondamentale, c'est de savoir qui dirige la France. Est-ce que oui ou non, on récupère notre indépendance nationale ? Alors justement, voilà. Et le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. On va justement passer à cette deuxième grande partie de l'émission. Donc vous, à l'Élysée, justement, on en parle. Vos premiers jours, vos 100 premiers jours, qu'est-ce que vous faites ? Alors, première chose... Vous gouvernez avec qui ? Qui est votre Premier ministre ? Ça dépendra. Alors, si je suis élu pendant 3 semaines, 1 mois, le temps qu'il y ait les élections législatives, je nommerai certainement Premier ministre des proches que je connais ou des gens qui se seront ralliés à moi. Mais ensuite, je prendrai en considération, comme tous les autres candidats, le résultat des élections législatives. Ce qui me frappe d'ailleurs dans cette élection, c'est que les autres candidats ont des programmes législatifs. C'est-à-dire qu'ils parlent en effet de sujets qui dépendent du domaine de la loi et qui ne relèvent pas du domaine spécifique de ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République. Je rappelle que le président de la République, dans notre Constitution,
est le garant de l'indépendance nationale, Il est de aussi à la tête de l'intégrité du l'exécutif. territoire et du respect des C'est la traités. tête de l'exécutif, il doit Voilà. aussi porter une vision. il Et doit donc aussi- je prendrai ensuite comme Premier ministre quelqu'un émanant de De la la majorité. de Alors, la majorité déjà, vous avez un gouvernementale. avis un peu différent des autres candidats qui assurent qu'ils auront, quoi qu'il arrive, une majorité. Eh ben, je Vous pense vous qu'ils se dites- trompent. vous dites pas forcément. Oui, parce que je suis juste. Cette campagne, de toute façon, L'automaticité entre voilà. les législatives et cette la campagne présidentielle, qui elle est pas partie dans assurée. un sens totalement différent des autres fois, il n'est pas du tout exclu qu'il se produise cette année, j'en sais rien. Ce qui se produit régulièrement aux États-Unis, vous savez que le président des États-Unis, parfois, n'a pas la même majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. C'est pas exclu. Donc moi, je dis qu'ils sont bien audacieux, les autres candidats, de dire comme si les élections législatives étaient acquises. Et puis surtout, ils ne répondent pas à la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils assurent Alors, l'indépendance nationale de la Votre France. premier voyage à Alors, l'international. non, alors la première vous chose que allez je où ferai, c'est que je ferai ce qu'a fait Mme Theresa May il y a quelques jours, c'est-à-dire un acte historique. D'ailleurs, regardez, je crois que j'ai même un article de journal qui m'a été envoyé par certains de nos adhérents, voilà, du Times, c'était justement « The eyes of history are watching ». On voit Mme Theresa May sous le portrait de Robert Walpole, qui a été le premier Premier ministre britannique. Les Britanniques, c'est un grand peuple, c'est un peuple qui a le sens de l'histoire. Le Royaume-Uni est en train de renouer avec une histoire prestigieuse. Eh bien, moi, je ferai la même chose. J'enverrai à Donald Tusk, où je proposerai aux chefs d'État et de gouvernement de se rassembler, et je leur annoncerai que je mets en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui permet d'ouvrir des débats, enfin pas des débats, d'ouvrir la façon dont la France va sortir avec les autres pays. Notez bien d'ailleurs que Mme Theresa May a fait ça. C'est pas une extrémiste. Le grand peuple britannique n'est pas un peuple extrémiste. Vous savez d'ailleurs que beaucoup de gens de gauche ont voté pour le Brexit. Et est-ce que vous avez vu ce qui se passe ? La situation macroéconomique est excellente au Le Royaume-Uni. Brexit n'a pas encore eu lieu. Oui, pour hein. l'instant. Oui, mais attendez, on nous avait expliqué que si En madame- l'occurrence, ils ne partageaient pas non plus la zone euro. Non, donc, d'accord, oui, vous avez raison, ils se portent donc mieux puisqu'ils ne sont pas dans la zone euro. C'est bah, exact. c'était plus facile. Donc, tout se passe très bien. Le président du comité politique de la City, il y a 2-3 jours, c'est dans l'Express de cette Ils semaine. ne sont pas encore dit que- sortis de l'Union européenne. hein. Oui, mais on nous avait annoncé, c'était pas moi qui le disais, c'était Madame Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui avait dit, juste quelques jours avant le référendum de juin dernier, si jamais vous votez pour le Brexit, ça va être l'apocalypse financière dans les 15 jours. C'est pas vrai. Alors sur C'est sur pas votre vrai. Et donc, présidence, madame, vous faites et donc, quoi, une tournée madame- des capitales européennes comme Emmanuel Macron par exemple. On va vous voir un peu partout dans l'Union européenne Pourquoi pour savoir ce que vous faites concrètement. Mais si non, vous mais êtes à moi, l'Élysée. C'est le thème de je vais cette appliquer séquence. je sais que ça paraît étonnant. Je vais appliquer le programme pour lequel j'aurais été élu. Donc je vais avertir les autres que je lance l'article 50 et qu'on va donc on va commencer à préparer la sortie. Aucune capitale du monde n'a rompu ses relations diplomatiques avec le Royaume-Uni. Tout se passe bien. Ils sont en train de voir comment pratiquement ils vont sortir de l'Union européenne. Les discussions sont vraiment leurs prémices, donc on ne peut pas vraiment savoir. Oui, mais enfin, comment attendez, se ça passer fait pour l'instant. maintenant, ça va bientôt faire 1 an qu'on nous dit, vous allez voir l'apocalypse. Pour l'instant, tout va très bien. Et encore mieux, le chômage dégringole au Royaume-Uni, ils en sont à 4,6%, quand nous, on est quasiment à 10%. Donc pour l'instant, je suis d'accord avec vous, on va attendre et voir, mais pour l'instant, je vois surtout des flux d'investissements étrangers qui se précipitent au Royaume-Uni. La deuxième chose que je ferai, puis pour répondre à votre question, c'est que j'écrirai, comme c'est prévu par article 13 du traité de l'Atlantique Nord, j'écrirai une lettre au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour dire que je mets en œuvre l'article 13, c'est-à-dire que la France a décidé de sortir de l'OTAN. C'est sur demande, c'est au gouvernement américain qu'il faut le faire, ce qui est quand même assez cocasse. Je pensais, moi, avant de relire le traité, je pensais que c'était au secrétariat général de l'OTAN qui est à Bruxelles. Non, non, pas du tout. Lisez l'article 13, c'est tout près du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Et puis on va dire, voilà, la France, et là, on a 1 an. Et au bout d'1 an, on en sort de plein droit. Voilà les premières mesures que je prendrai. Il y a aussi une troisième mesure que je prendrai, c'est que je mettrai un terme immédiat aux fusions forcées de communes. Je stopperai immédiatement la question des réformes territoriales. Et puis quatrième mesure aussi, je prendrai une mesure de nature symbolique pour montrer que la France redevient la terre des libertés. J'accorderai l'asile politique à Snowden et à Assange. Voilà. Alors, on sait aussi que vous voulez procéder beaucoup par référendum. Alors, sur des sujets qui paraissent un peu complexes comme la dette publique ou l'immigration, concrètement, comment vous formulez une question sur la dette publique aux électeurs ? Je pense qu'il y a une très forte volonté dans la population, pas seulement en France, mais en France en particulier, et notamment chez les jeunes, de participer à l'action publique, à l'action politique. Il y a une très grande soif, les gens en ont assez d'avoir l'impression d'être un pays sous tutelle. Donc je m'inspire
de ce qui se fait en Suisse ou en Californie, où il y a les votations en Suisse, des référendums en Californie. C'est pour ça que je propose le référendum d'initiative populaire avec 500 000 signatures sur une question validée par le Conseil constitutionnel. Je réponds à votre question, mais je me prête bien de préciser. Par ailleurs, je pense que le président de la République, nous avons en France une tradition qui n'est pas la meilleure, qui est la tradition de confondre référendum et plébiscite. Voilà, c'est-à-dire que le président de la République propose un référendum, il appelle à voter oui, et donc on ne sait plus si on répond à la question. Donc là, c'est des réformes techniques, on a compris. Quelle est la question que vous Eh bien, formulez ? moi je dis que sur ces questions-là, on va faire des grands débats nationaux. Moi, encore une fois, je ne veux pas considérer les Français comme des imbéciles. On va faire un débat qui pourra durer, je ne sais pas, 4 mois, où on fera venir, par exemple, sur les questions d'immigration, des gens qui représenteront tous les courants d'opinion, y compris des gens qui montreront, y compris des immigrés, y compris des associations de défense des immigrés, y compris le Front National, y compris la gauche. Ces gens-là vont se mettre d'accord sur une question posée aux Français. On mettra ça, et puis ensuite, on présentera un référendum à choix multiples, avec différents... Par exemple, est-ce que vous voulez, oui ou non, sortir de l'espace Schengen? Moi, je ne l'ai pas mis dans mon programme, la sortie de l'espace Schengen. Je suis d'ailleurs, si vous regardez mon programme, il est l'inverse exact de Mme Le Pen. Mme Le Pen, elle dit, si elle est élue, elle sort de l'espace Schengen, elle entame un processus de renégociation des traités. Moi, c'est pas que Schengen. Sur l'immigration, par exemple, qu'est-ce qu'on fait du regroupement familial? Voilà. Eh bien, ça, c'est une question. Eh bien oui, on pourra voir, et on demandera aux Français qu'est-ce qu'ils veulent. Et vous ne prenez pas position, donc? Non, parce que ce que je pense... On fait un référendum par question ou alors... Non. Des paquets Écoutez, en Californie, quand il y a, au moment des élections, ils ont souvent 7, 8, 10, 15 référendums le même jour. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas avoir un référendum avec, mettons, 4, 5, 6 questions qui seront apparues dans les débats? On demande aux Français leur avis. Vous pouvez demander aux Français leur avis et vous-même donner le vôtre. Oui, mais justement pas. Moi, j'ai prévu qu'il y a 2 types de référendums. Il y a le référendum où le président de la République engage sa responsabilité. Et sans engager Voilà. votre responsabilité. Et où il dit « j'appelle à voter oui ». Et dans ces conditions, si c'est le non qui l'emporte, il doit démissionner. C'est ce qu'avait fait De Gaulle en 69. C'est ce que n'a pas fait Jacques Chirac en 2005. Pour une fois, vous n'êtes pas d'accord avec votre modèle, Charles de Gaulle. Mais oui, ça m'arrive très régulièrement de dire que De Gaulle s'est trompé. Mais là, Chirac, vous parlez. Chirac en 2005, De Gaulle a eu raison en 69. Parce que c'était l'esprit des institutions. Pas des référendums plébiscitaires. Voilà. Mais je pense qu'en revanche, le président de la République doit pouvoir disposer d'un référendum, excusez-moi de le dire, mais honnête. Moi, je pense que le président de la République française doit avoir un rôle d'arbitre, c'est d'ailleurs prévu comme ça dans la Constitution, et il doit pouvoir demander honnêtement à la population française ce qu'elle veut. Et donc, par exemple, dans ces conditions, par exemple sur les questions de l'immigration ou les questions de l'énergie nucléaire, eh bien, on n'a jamais demandé aux Français ce qu'ils veulent. Eh bien, moi, je dis, le président de la République, il dit, voilà, on va poser ces questions, moi, je ne prends pas parti, ça veut dire que le président de la République s'astreint à ne pas prendre le moindre parti pendant la campagne, et en fonction de ça, il appliquera la décision prise par les Français. Il y a un autre sujet sur lequel on vous entend très peu et qui pourtant peut faire partie pour un présidentiable d'un cap fixé par son horizon politique et par son parti, par sa vision du monde, sur les questions de société. Est-ce que, par exemple, vous, à l'Élysée, vous remettrez en cause le mariage pour tous? Alors moi, on m'a souvent posé la question, figurez-vous qu'à l'UPR, il y a des gens qui sont contre le mariage pour tous, il y en a qui sont pour. Et alors ils sont le reflet de la position société du française. parti, c'est quoi? Eh bien, la position du parti, c'est qu'il n'y a pas de position, justement. C'est que nous disons, et je sais que ça peut paraître étonnant, mais nous sommes un mouvement de rassemblement qui a pour vocation de faire sortir la France de l'Union européenne pour que les Français récupèrent leur indépendance nationale. Vous êtes comme Macron, vous êtes d'accord avec tout le monde. Vous êtes d'accord avec ceux qui... Non. La différence entre M. Macron et moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, je vais y revenir, c'est que M. Macron, il est d'accord avec tout le monde, tout le temps, partout. M. Macron, quand il va chez les socialistes, il dit « je suis socialiste ». Quand il est reçu par M. Philippe de Villiers au Puy du Fou, il dit « j'ai jamais été socialiste ». Revenons sur les questions de société. Attendez, je réponds à la question. Et donc, moi, je dis, il y a des sujets sur lesquels on sait qu'on n'est pas d'accord. Il y a à l'UPR des gens qui ne sont pas d'accord. C'est pas seulement vrai sur le mariage pour tous, c'est vrai sur l'énergie nucléaire, sur le gaz de schiste, sur la fiscalité du patrimoine. Mais on se met d'accord sur le plus grand dénominateur commun. On dit que tant que la France a perdu son indépendance nationale, ça ne sert à rien, puisque toutes les politiques nous sont imposées par Bruxelles, par la Banque Centrale Européenne. Vous reconnaissez que l'UPR aujourd'hui n'a pas de position
sur les questions de société, comme la PMA, la GPA, les lois sur la fin de vie. Ça pourra très bien faire l'objet de référendums d'initiative citoyenne, puisque je le propose. Je pense que ça peut être aux Français de décider si oui ou non ils le veulent. Les référendums d'initiative populaire, je l'ai expliqué, je reviens dessus. 500 000 citoyens qui vont déposer leur signature pour voter, pour demander qu'une question soit posée, question qui sera validée par le Conseil constitutionnel qui vérifiera la constitutionnalité de la question, et puis les Français décideront. Voilà. Avec des référendums, la peine de mort n'aurait pas été abolie en France, et pas au moment où elle a été, et peut-être que l'avortement n'aurait pas été autorisé non plus. C'est possible, je n'en sais rien, mais en tout cas, dans la Constitution française, il y a la peine de mort qui est interdite par la Constitution. Donc si, par exemple, cette question venait sur le tapis, le Conseil constitutionnel, dont je prévois par ailleurs la professionnalisation et la démocratisation, n'aurait pas validé cette question. Arnaud. Une question sur la soirée électorale. Qu'est-ce que vous faites le soir du 23 avril Comment vous assistez aux résultats des résultats? Quelle est la première chose que vous faites? Honnêtement, c'est un peu un détail. Je ne m'y suis pas beaucoup penché. Je pense que je serai à mon siège de campagne avec l'équipe de campagne et puis qu'on assistera aux résultats. Et puis si des grands médias ont la gentillesse de vouloir m'inviter pour que je réponde à leurs questions, j'irai dans les grands médias. Il n'y a pas de grand. Avec quel score vous êtes satisfait? Est-ce que, au-delà déjà du score des régionales, c'est quelque chose de positif? Écoutez, pour vous? Il faut garder un peu de suspense, si vous voulez. Mais il faut ouvrir un peu de suspense. Voilà. Moi, je pense en tout cas que que cette élection permet de faire passer des messages, de développer des analyses qui intéressent énormément les Français. Vous savez, on a vraiment... Je ne suis pas un menteur, moi je ne suis pas un baratineur. Je suis très régulièrement abordé dans la rue par des gens qui me disent « c'est formidable, continuez comme ça ». Même on m'a brocardé, vous savez, lors du débat, parce que j'ai cité un certain nombre d'articles. Après, il y a des chansonniers, des humoristes qui ont cité... voilà. Bon. Soit dit en passant, je préfère qu'on me brocarde parce que je connais mes dossiers, plutôt qu'on me brocarde parce que j'ai des emplois fictifs autour de moi ou que j'emploie ma femme comme attachée parlementaire. Donc moi, je n'ai pas d'affaires judiciaires, il faut bien trouver quelque chose à me reprocher. Mais figurez-vous que j'ai vu des gens, et des gens, l'homme de la rue, pas des professeurs d'université. J'ai vu des gens qui m'ont dit, on a vu votre débat, vous connaissez votre affaire, c'est très intéressant. Merci beaucoup, monsieur. Vous ne me prenez pas pour un injustice. Simplement, on l'évoquait brièvement tout à l'heure, vous n'excluez pas de livrer une consigne de vote à vos électeurs au soir du premier tour? Je n'exclus rien par principe, mais je rappelle quand même que depuis que j'ai créé l'UPR, vous savez, je suis quelqu'un qui suis fiable. Je dis ce que je fais ce que je dis. J'ai toujours dit que nous, on était prêts à toutes les alliances. D'ailleurs, l'UPR en elle-même est une alliance. À toutes les alliances possibles. Donc. À condition que... De la France insoumise, il s'agit de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN sans tergiversation, que ce qui est un programme de justice et d'égalité sociale et qu'il n'y ait pas un programme fondé sur des discriminations. C'est une base de négociation, ça, ou c'est des conditions écoutez, pour l'instant, il n'y a personne. Il n'y a personne qui réponde à ce programme. Allez, voilà. dernière question. Alors, quoi qu'il se passe au premier tour et au second, est-ce que vous serez candidat en 2022? Est-ce qu'on vous revoit ici dans 5 ans? Non, mais parce que ça permet de poser la question de votre avenir, ou est-ce que... Voilà. Déjà, mon avenir, c'est que si je suis élu, on a commencé à parler de ce que je ferai. Si je ne suis pas élu, je serai candidat aux élections législatives. Très bien. Vous aurez 577 candidats? Oui, bon, peut-être pas 577, il y en manquera peut-être quelques-uns. Par exemple, on est en négociation, on a 2 adhérents à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc j'espère qu'ils vont être adhérents. Bon, il y a 6000 habitants. Parce que je ne veux pas avoir comme candidat des gens qui n'habitent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous annoncez que vous serez une force qui comptera ou qui... Moi, je serai en tout cas, je ferai une chose, je vais vous dire, il y a un truc que je trouve... Il y a un truc que vraiment j'ai trouvé extrêmement choquant, c'est M. Macron qui dit qu'il ne sera pas candidat aux législatives s'il n'est pas élu. Je trouve que c'est d'un mépris pour tous les gens qui se mobilisent pour lui, il n'y en a peut-être pas tant que ça d'ailleurs, je trouve ça incroyable. De la même façon que je trouve assez ahurissant que certains candidats à la présidentielle disent de toute façon je ne serai pas élu. Moi, je suis à la tête d'un mouvement de 24 000 adhérents. Il y a des gens qui se sont défoncés pour qu'on ait les 587 parrainages. Je suis là pour être élu. Et si d'aventure je ne l'étais pas, je vais mouiller ma chemise parce que c'est le devoir du patron, si j'ose dire, c'est-à-dire du type qui est présent à la tête du parti. C'est le devoir d'être avec ses troupes et lui aussi d'aller au charbon et d'être candidat aux législatives. Mais il va peut-être mouiller sa chemise sans être candidat pour les candidats de son parti. Par exemple. En 2013, vous étiez candidat dans le Lot-et-Garonne.
Garonne, chez Jérôme Cahuzac, lors d'une législative partielle. C'est votre fief ou Non, pas du tout. On territoire avait de fait ça parce que prédilection c'était un moyen d'essayer de se faire reconnaître sur une législative qui avait fait beaucoup de bruit. Eh bien, je serai candidat dans une circonscription. Laquelle Voilà. vous avez choisi Vous dans allez le tout savoir et rien. Dans le 19e arrondissement Les parisien. On verra. À Paris On verra. On verra. On va terminer avec la séquence Tu préfères, que vous connaissez si vous êtes un fan d'Internet. Alors, je vais vous donner le choix entre plusieurs propositions. Est-ce que vous préférez être obligé de travailler pour la CIA ou être interdit de citation de traité pendant 1 an? Ah, c'est cornélien. Ah, c'est Cornélien. C'est le principe des Tu préfères. Non, c'est assez rigolo. Je préfère le 2. Est-ce que vous préférez regarder TF1 toute la journée ou donner toutes vos données personnelles à Facebook? Je préfère le 2. Donner toutes vos données personnelles à Enfin, toutes les données, ça dépend de ce qu'on appelle toutes les données. Je vais peut-être pas donner non plus. Vous qui êtes en pointe sur ce sujet. Les clés sur mon compte internet, mais moi pourquoi je propose ça? Ils m'ont interrogé à TF1 pourquoi je voulais renationaliser TF1, parce que TF1 a été privatisé contre un cahier des charges culturelles qui n'a pas été tenu. Et quand moi je veux renationaliser TF1, c'est pour faire de TF1 une télévision collaborative, une télévision qui soit la télé du peuple français, une télévision qui ouvre l'esprit des gens sur d'autres cultures que la culture française et que la culture américaine. Il y en a bien besoin. Voilà ce que je dis. Alors peut-être effectivement, ça dépend des données personnelles, bon, mais voilà. Vous préférez devenir député ou ambassadeur de la France au Japon? Ça a été votre ambition à un moment. C'est vrai que c'est un peu vache comme question parce que là vous touchez quelque chose qui est assez sensible chez moi parce que j'aurais pu avoir une autre vie. Voilà, je ne fais pas ce que je fais là par vocation innée. Je fais ça parce que je me bats pour mon pays, parce que notre pays est vraiment très mal parti. Voilà. Mais moi, dans l'absolu, j'aime bien les voyages à l'étranger. J'adore les civilisations étrangères. Je suis allé dans 85 pays du monde. Et j'avoue qu'effectivement, j'aurais bien aimé défendre mon pays au Japon. Oui, c'est vrai. Alors imaginez, vous êtes bloqué par une tempête de neige, vous êtes bloqué chez vous. Est-ce que vous préférez passer une soirée à regarder X-Files ou House of Cards? Je préférerais rester, éteindre la télévision, éteindre Internet et lire un récit de voyage du XVIIIe siècle. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et à la semaine prochaine pour un nouveau Point Paul. Merci. Au revoir.